Bonjour, je suis Steven Knafo. J'ai passé aux ECN en 2010 et je suis actuellement interne en neurochirurgie. On va faire ensemble une conférence de neurologie pour les D3. Donc comme d'habitude, on va commencer en fait par l'analyse de l'énoncé. C'est parti. Vous recevez aux urgences. Premier mot-clé aux urgences. Donc vous êtes aux urgences et vous recevez une femme d'âge moyen. Femme d'âge moyen, a priori, sur le terrain, pas grand-chose de particulier. On continue, elle vient pourquoi? Le motif de consultation, c'est toujours essentiel, quel que soit le dossier. Ici, c'est des troubles sensitivo-moteurs des membres inférieurs. Donc vous savez que vous êtes dans un dossier de neurologie. Elle vient aux urgences, une femme d'âge moyen, elle a des troubles sensitivo-moteurs. Quels sont ces troubles? Ce sont des paresthésies qui débutent où? Qui débutent au pied, donc des paresthésies distales. Toujours un élément chronologique, il y a 4 jours, donc ce sont des paresthésies qui ont une évolution, on va dire aiguë, ou en tout cas subaiguë, s'étendant progressivement, donc évolution subaiguë progressive vers les jambes, donc évolution subaiguë progressive ascendante. À l'examen physique, vous notez parésie symétrique des fléchisseurs du pied, donc elle a un trouble de la sensibilité et une abolition bilatérale des réflexes rotuliens. Et là, vous voyez bien qu'on est aussi dans un signe moteur. Donc ici, on a un tableau à la fois sensitif et à la fois moteur qui se présente en distal. La patiente se trompe à l'épreuve de position de l'hallux. C'est quoi l'épreuve de position de l'hallux? C'est tout simplement, vous prenez donc, le gros orteil de votre patiente et vous lui demandez s'il est en haut, en bas, en haut, en bas. Qu'est-ce que vous testez avec ça? Vous testez la proprioception. Donc la proprioception, vous le savez tous, la proprioception, c'est la sensibilité profonde, mais pas au pic-touche. Le pic-touche, c'est la sensibilité épicritique ou par les faisceaux lemniscales. Vous remarquez une parésie faciale bilatérale avec défaut d'éclusion palpébrale. Deux choses importantes. La première chose, en gros, quand on vous dit parésie, pour vous, c'est plus ou moins paralysie, donc c'est une parésie faciale. Il faudra savoir si elle est centrale ou périphérique. Et défaut d'occlusion palpébrale, ça, vous pouvez directement marquer sur votre brouillon. Votre patiente ne ferme pas l'œil. Il faudra forcément, à un certain moment, lui donner des soins oculaires. Pas de syndrome ménager. N'oubliez toujours jamais, surtout en neurologie, les signes négatifs. Donc pas de syndrome ménager, pas de troubles sphinctériens. Qu'est-ce qu'on cherche à éliminer d'après vous? Si c'est un syndrome ménager, ce sera une méningite ou en tout cas une méningo-radiculite, vu le tableau. Les troubles sphinctériens, vu le tableau avec un déficit moteur distal, ce qu'on cherche à éliminer évidemment, c'est un syndrome de la queue de cheval. La patiente n'a aucun antécédent particulier, donc on est toujours dans un truc pas de terrain particulier, et rapporte, bon simplement, vous voyez bien ici que c'est un peu pour vous avoir, si on vous met un élément dans l'énoncé, c'est que forcément il va servir à quelque chose. Un épisode de diarrhée fébrile il y a 2 semaines environ. Pour vous, un épisode de diarrhée fébrile, en gros, c'est quoi? C'est un épisode viral, c'est une gastro-entérite. Donc si on résume finalement cet énoncé, on a quoi? On a une femme d'âge moyen, a priori pas d'antécédent, donc le terrain ne nous dit pas grand-chose. Donc pas de terrain particulier. Elle vient pourquoi? Elle vient pour des troubles sensitivo-moteurs. Ces troubles sensitivo-moteurs, ce sont quoi? Des paresthésies. C'est un déficit sensitif profond et un déficit sensitif épicritique. Donc des troubles moteurs sensitifs à tous les modes. Ces troubles sensitifs s'ajoutent des troubles moteurs. Ces troubles moteurs, ce sont lesquels? Ce sont une abolition bilatérale des réflexes osséotendineux. Une abolition des réflexes, vous situez tout de suite qu'il s'agit d'une atteinte périphérique. C'est vraiment le signe clé. Une atteinte périphérique, c'est une abolition des réflexes osséotendineux. Une atteinte centrale, c'est au contraire des réflexes vifs, polycinétiques, comme dans le syndrome pyramidal. Et enfin, vous savez aussi que ça va toucher à la fois, ça débute en distal, mais ça monte, c'est une évolution ascendante, et ça va même jusqu'à la face. Et en plus, comme elle a une PF, il faudra penser à lui mettre des soins oculaires à un certain moment. Du coup, probablement la première question, ce sera évidemment votre orientation, votre hypothèse diagnostique principale. Vous remarquez ici qu'on est au singulier, on vous demande une hypothèse, donc on ne vous en demande pas 25. Et enfin, on vous demande de la justifier comme toujours. En général, c'est explicite. Donc on vous demande quelle est votre hypothèse au singulier et de la justifier. Alors, vous l'avez deviné, notre hypothèse diagnostique, c'est un syndrome de Guillain-Barré, mais si vous mettez juste syndrome
de Guillain-Barré, ça ne suffit pas parce que le syndrome de Guillain-Barré, c'est un nom propre, et aux ECN, les noms propres, en général, ça cote pas beaucoup. Ce qu'il faut mettre, c'est la forme, le terme générique de cette affection. C'est une polyradiculonévrite aiguë inflammatoire. Je vous rappelle que même dans l'intitulé de l'item aux ECN, le mot-clé, c'est celui-là, polyradiculonévrite aiguë inflammatoire. Et la précision qui ici est essentielle, et c'est pour ça qu'elle est cotée autant que le diagnostic, c'est qu'elle est primitive ou idiopathique, parce qu'il existe des polyradiculonévrites aiguës secondaires, qu'elles soient secondaires à une infection de Lyme, qu'elles soient secondaires à une infection VIH. Ça, c'est un peu hors programme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien distinguer les polyradiculonévrites primitives, c'est le syndrome de Guillain-Barré, et les polyradiculonévrites secondaires, et ça, il y en a toute une flopée, et c'est pas à vous de les connaître. La justification, alors on suit comme d'habitude toujours un plan. Vous choisissez celui que vous voulez, mais il faut suivre un plan. Ici, le plan que je vous propose, c'est un plan en 3 parties. 1. Le terrain. Femme d'âge moyen. La polyradiculonévrite aiguë primitive, ça survient plus chez les femmes que chez les hommes. Donc quand vous lisez d'abord votre énoncé, évidemment, femme d'âge moyen, ça ne vous évoque pas grand-chose. Quand vous avez compris qu'il s'agit d'un Guillain-Barré, vous faites feu de tout bois, vous utilisez tous les arguments, même si, a priori, bon, ça ne vous évoque pas grand-chose. L'anamnèse, on l'a dit, l'épisode viral récent, l'épisode de diarrhée. Il faut savoir que dans près de 50% des cas de Guillain-Barré, on retrouve un épisode viral, qui soit ORL, qui soit gastrique, enfin gastro-entérique. L'épisode viral, on les verra tout à l'heure dans la physiopathologie, ça a une incidence. L'évolution, toujours dans l'anamnèse, on l'a dit, évolution rapidement progressive, puisque c'est 4 jours, mais surtout évolution ascendante. La polyradiculonévrite, elle commence en distale, en général au niveau des pieds, exceptionnellement parfois par la paralysie faciale d'emblée, et elle est ascendante, c'est-à-dire que le déficit à la fois sensitif et moteur va se propager des pieds vers le tronc, puis les membres supérieurs. La clinique, comme toujours en neurologie, il faut absolument donner un diagnostic syndromique. Donc, le syndrome, on l'a dit, l'abolition de la réflexe ostéodendineuse, ça signe un syndrome neurogène périphérique. Ce n'est pas une atteinte centrale, le syndrome de Guillain-Barré. Ce n'est pas la moelle qui est touchée, ce sont les racines de la moelle. À partir du moment où ce sont les racines, c'est périphérique. À partir du moment où c'est périphérique, on a une abolition des réflexes. Et en plus, on a des signes à la fois moteurs et sensitifs. Les signes moteurs, c'est la parésie faciale, la parésie des membres inférieurs. Les signes sensitifs, c'est les paresthésies, les troubles de la proprioception. Comme d'habitude en neurologie, toujours il faut penser aux signes négatifs, ça vaudra toujours des points, notamment ici, pas de syndrome ménager parce qu'on élimine une méningo-radiculite, qui pourrait aussi donner ce type de symptomatologie avec un syndrome méningé, parce que c'est une atteinte des racines, radiculite, et les signes sphinctériens, c'est pour éliminer un syndrome de la queue de cheval, où là encore c'est une atteinte des racines, mais cette fois-ci des racines de la queue de cheval à partir donc de L2. On enchaîne avec la seconde question, et c'est peut-être finalement la question la plus importante de ce dossier. Quels sont les 4 signes de gravité que vous devez immédiatement rechercher? Là encore, comme tout à l'heure, on vous demandait un diagnostic, vous donnez une réponse. Si on vous en demande 4, vous n'en mettez pas 8, on ne vous en demande que 4. Donc quels sont les 4 signes de gravité? C'est pour vous apprendre finalement aux ECN à hiérarchiser, à avoir une ordre de priorité dans les choses qui sont réellement importantes. Les 4 complications qui vont mettre en jeu le pronostic vital, pas simplement fonctionnel, le pronostic vital de votre patiente quand elle est atteinte d'un syndrome de Guillain-Barré, ce sont, et c'est cela qu'il faut absolument connaître par cœur, d'abord une atteinte respiratoire. Parce qu'en fait, quand le déficit moteur va se propager, on va avoir après une insuffisance respiratoire parce que les muscles intercostaux, le muscle diaphragmatique vont aussi être touchés. Votre patiente va avoir une détresse respiratoire aiguë. C'est en général ce qui va conduire, et c'est parfois le cas dans les syndromes de Guillain-Barré, à l'intubation et à la ventilation mécanique de votre patiente. Le deuxième signe de gravité absolument à rechercher, c'est la dysautonomie. La dysautonomie, c'est quoi? C'est finalement une dysfonction du système végétatif, puisqu'on atteint les nerfs périphériques, certes, mais on a des troubles moteurs, des troubles sensitifs, et donc le troisième contingent de nerfs, c'est les troubles végétatifs. Et celle qu'il faut commencer, ça commence toujours par ça, c'est l'hypotension, et elle est d'abord orthostatique, puis l'hypotension, des pics tensionnels inversement, etc. En tout cas, il faut rechercher une dysautonomie, c'est notamment, en particulier, une fluctuation de la pression artérielle. Le troisième signe de gravité qu'il faudra rechercher, ce sont les troubles de la déglutition, et notamment les fausses routes. On l'a dit, votre patiente a une parésie faciale. Parésie ou paralysie faciale, c'est une parésie faciale
périphérique. Mais si le nerf facial, qui est un nerf crânien 7, est atteint, pourquoi les autres nerfs ne le seraient pas? Les autres nerfs crâniens, et notamment le nerf 9 et le nerf 10, ceux qui sont responsables de la déglutition. Et pourquoi ça met en jeu le pronostic vital? Parce que si votre patiente fait une fausse route, ça donne une pneumopathie d'inhalation. Pneumopathie d'inhalation plus insuffisance respiratoire musculaire. C'est une combinaison explosive. Votre patiente ne peut plus respirer. En plus, elle a un poumon qui est infecté. Ça peut conduire forcément à des situations très graves, prise en charge de réanimation. Enfin, votre patiente a un déficit moteur. Qui dit déficit moteur notamment au niveau des jambes, dit immobilisation, alitement. Les complications de décubitus, ce n'est pas l'escar qui va mettre en jeu le pronostic vital. Par contre, l'embolie pulmonaire sur une phlébite, ça peut tuer quelqu'un. Donc retenez vraiment que les 4 complications essentielles à toujours rechercher devant un syndrome de Guillain-Barré, ce sont 1. Une atteinte respiratoire, 2. Une atteinte autonomique, 3. Une atteinte de la déglutition, notamment des fausses routes et pneumopathie d'inhalation, et enfin 4. Les décubitus et en particulier l'embolie pulmonaire. Alors on avance, 3e question, quel examen, là encore, remarquez, quel examen au singulier, donc on n'en mettra pas plusieurs, on n'en mettra qu'un seul, vous permet de confirmer le diagnostic. Là, ce qu'on cherche, c'est le diagnostic positif. Décrivez les résultats attendus. On vous demande évidemment quels seront les résultats. Dans le syndrome de Guillain-Barré, il n'y a qu'un seul examen, si vous ne devez qu'en faire un seul, il n'y en a qu'un seul qui permet de le confirmer, c'est l'électroneurommyogramme. Électroneurommyogramme, c'est comme électromyogramme, mais bon, je vous conseille quand même de mettre ça parce qu'en vérité, on enregistre à la fois les potentiels d'action musculaire et surtout la conduction nerveuse. Petite remarque, il faut bien préciser qu'on enregistre aux 4 membres. Vous avez vu qu'on avait une atteinte qui était polyradiculaire, qui commence en distal, donc au niveau des 2 membres inférieurs, mais il faut aussi rechercher une atteinte au niveau des membres supérieurs qui ne serait pas encore forcément ayant de traduction clinique. Ça pourrait être une atteinte infraclinique. Donc il faut bien préciser ce que vous recherchez, et comme on l'a dit tout à l'heure, un seul examen. C'est pas la peine de mettre la PL, l'IRM, les potentiels évoqués. On vous demande un examen, le seul à faire ici, c'est l'électroneurommyogramme. Alors après, ça c'est important, on vous demande quels sont les résultats attendus. Ce qu'il faut que vous reteniez de cette question, c'est qu'un électroneurommyogramme, ça se décrit toujours de la même façon. Ça se décrit en 2 phases. La première, c'est la phase dite de détection. La phase de détection, c'est uniquement, je mets une électrode au niveau du muscle, puis je demande au patient soit d'être au repos, puis après de faire un mouvement de contracter. Et donc, comme c'est une atteinte, vous allez le voir tout à l'heure, c'est une atteinte démyélinisante, en détection, le tracé est normal au repos et à la contraction. Il n'y a pas forcément d'atteinte, sauf si l'atteinte est tellement grave, et donc c'est un signe de gravité, qui en plus de l'atteinte démyélinisante, une atteinte axonale, une axonopathie, et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un tracé simple accéléré. Ça veut simplement dire que le potentiel l'amplitude des potentiels d'action vont être diminuées, puisqu'il y a une atteinte axonale, donc il y a moins de fibres qui arrivent, et du coup, pour compenser, on va augmenter le recrutement temporel, et on va donc augmenter la fréquence de ces potentiels, et donc les potentiels diminués, ça fait un tracé simple, accéléré, parce qu'on accélère la fréquence. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important sur l'électroneurommyogramme du Guillain-Barré, c'est la stimulodétection. Cette fois-ci, non seulement j'enregistre au niveau du muscle, mais en plus, je mets une électrode en amont au niveau du nerf, je stimule. Et le mot-clé du dossier, c'est ça, c'est atteinte démyélinisante et segmentaire. Le syndrome du Guillain-Barré, c'est une atteinte inflammatoire démyélinisante. Et donc, on l'a dit, l'interprétation d'un électroneurommyogramme, c'est toujours la même chose, c'est détection, repos, contraction, stimulodétection. Et stimulodétection, c'est 1, les vitesses. Et les vitesses de conduction, dans le Guillain-Barré, comme c'est démyélinisant, elles vont être diminuées. Si elles sont très diminuées, il y a même des blocs de conduction. Et enfin, la particularité du Guillain-Barré, ce sont des atteintes proximales au niveau radiculaire, très en amont des nerfs périphériques. Et donc, ce qu'on appelle les latences distales et proximales, surtout les latences F et H, vont aussi être allongées. Enfin, c'est une petite remarque, mais n'oubliez jamais, en général, lorsqu'on vous demande les résultats, il est rare qu'un résultat négatif élimine forcément le diagnostic. Et donc là, il faut savoir que la phase précoce du Guillain-Barré, parfois, l'électroneurommyogramme ne montre pas d'anomalie, ça n'élimine pas pour autant le diagnostic. Donc retenez, un électroneurommyogramme, ça s'interprète toujours en 2 temps.
Le premier, c'est la détection, au repos et en contraction. Le deuxième, c'est la stimulo-détection, les vitesses de conduction et les délais. Quatrième question, quels autres examens complémentaires? Alors là, au contraire, vous voyez, il y a un S, donc on vous en demande plusieurs. Quels autres examens complémentaires demandez-vous et quand attendez-vous? Là encore, on vous demandera les résultats. Alors dans le Guillain-Barré, vous le savez tous, si on fait une ponction lombaire pour analyser le LCR, c'est l'analyse du LCR, c'est pas la ponction lombaire. L'examen, la ponction lombaire, c'est le geste. L'examen, c'est analyse du LCR. Il y a la classique dissociation albuminocytologie, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose, simplement retenez que c'est une hyperprotéinorachie sans hyperleucocytose. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte inflammatoire, mais il n'y a pas une atteinte infectieuse. Par conséquent, comme c'est inflammatoire, il y a production de plein de protéines, de l'immunité, des anticorps, etc. Donc hyperprotéinorachie. Cependant, comme ce n'est pas une atteinte infectieuse, il n'y a pas d'hyperleucocytose parce qu'il n'y a pas de stimulation de production de polynucléaires, contrairement par exemple à une méningite ou une méningo-radiculite. Retenez que si jamais vous avez une hyperleucocytose et que vous pensez à un Guillain-Barré, c'est qu'à un moment, vous avez dû vous tromper quelque part et que c'est notamment potentiellement une méningo-radiculite, en particulier une méningo-radiculite de Lyme. Comme toujours, lorsqu'on vous demande un bilan paraclinique, vous ne vous contentez pas d'aligner les examens les uns sous les autres, vous essayez de les hiérarchiser, de les organiser. Et donc, pour le diagnostic positif du Guillain-Barré, c'est électroneuromogramme, ponction lombaire. Pour l'évaluation du retentissement, c'est-à-dire de la gravité, de rechercher des complications, il faut absolument, et ça sera toujours côté faire, un ECG. Et le CG, en fait, on recherche ce qui arrive parfois à des troubles de la conduction, des blocs auriculo-ventriculaires par exemple. Il faudra faire un ionogramme par la recherche d'une hyponatrémie qui, par un mécanisme plus ou moins obscur, est dû en fait, à un syndrome, à une sécrétion inappropriée d'ADH. Enfin, on l'a dit, le syndrome de Guillain-Barré, c'est une polyradiculonévrite primitive, ça veut bien dire qu'il y a des polyradiculonévrites secondaires, en particulier dû au VIH, et donc faire toujours une sérologie VIH chez une patiente ou un patient qui a un Guillain-Barré. Deuxièmement, le diagnostic différentiel, surtout par exemple en cas d'hypercellularité au LCR, c'est la méningo-radiculite sur une maladie de Lyme, donc faire une sérologie de Lyme. Donc retenez, l'examen qui permet de confirmer le diagnostic, c'est l'électroneuromyogramme. Les autres examens, on les demande si on a des doutes, si c'est pas typique, si l'électroneuromyogramme est négatif, puisque je vous ai dit que parfois il peut être négatif. L'argument supplémentaire, c'est l'APL. Et après, c'est le retentissement, les diagnostics différentiels. Cinquième question, expliquez brièvement la physiopathologie. On rappelle, la physiopathologie, c'est à la mode. Regardez les ECN 2010. Faut connaître au moins en quelques mots simples. Et voyez-vous un rapport avec l'épisode de diarrhée récente, on y a plus ou moins partiellement répondu. Et donc, la physiopathologie, il ne faut pas vous embarquer dans des explications compliquées avec des molécules, des cellules bizarres et tout. Retenez des choses simples, des mots-clés. Retenez surtout que ça doit être des mots que la plupart des candidats vont mettre pour que ce soit valable et validé par le jury. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le Guillain-Barré, c'est une atteinte, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le mot essentiel, une atteinte démyélinisante. C'est une atteinte de la myéline. Elle est segmentaire et multifocale, ça veut dire que ce n'est pas une atteinte en continu sur tous les nerfs, sur toutes les racines. C'est uniquement touché par endroit, telle racine, et c'est pour ça qu'on peut très bien avoir un déficit au niveau distal, plus une paralysie faciale, sans forcément avoir d'atteinte des membres supérieurs. Le mécanisme principal, c'est un mécanisme inflammatoire, c'est pas une infection, c'est une inflammation. C'est une inflammation de quoi? C'est une inflammation des racines des nerfs périphériques. L'abolition des réflexes ostéotendineux, ça signe une atteinte périphérique. Et enfin, faut savoir, c'est mieux, que le mécanisme il est probablement auto-immun, en fait il est même certainement auto-immun, bien qu'on ne sache pas exactement, il y a plein d'hypothèses, qu'on ne sache pas exactement ce dont il s'agit. Retenez pour vous, la physiopathologie du Guillain-Barré, c'est démyélinisant, inflammatoire, auto-immun, périphérique. Vous avez 4 mots, vous aurez tous les points. Après, on vous demande est-ce qu'il y a un rapport avec la diarrhée. Comme toute question fermée, il faut donner une réponse fermée. On vous demande oui, non, vous répondez oui, non. Si vous répondez oui, oui, ça vaut déjà 2 points. Donc n'oubliez jamais, ne vous embarquez pas dans la justification sans donner le mot oui ou non. Ici, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord savoir, comme je vous ai dit, que c'est 50% des cas, donc c'est fréquent. Donc il faut le rechercher. Et surtout, alors ça c'est un peu un élément discriminant entre les candidats, vous n'êtes pas tous obligés de le savoir,
mais retenez que c'est auto-immun et que le mécanisme de cette réaction auto-immune, c'est probablement ce qu'on appelle une immunisation croisée. En gros, j'ai un anticorps viral, et par exemple dans les diarrhées, le plus souvent, c'est une bactérie qui s'appelle Campylobacter jejuni. Et cette bactérie, en fait, va porter des antigènes. Ça peut être, donc, je vous l'ai dit, une bactérie, mais ça peut être aussi un épisode viral. Et ces antigènes vont en fait déclencher une réaction immunitaire qui va être dirigée contre les antigènes du mois de myéline. Et donc on va avoir une démyélinisation inflammatoire auto-immune, ce qu'on appelle le mimétisme aussi moléculaire. Donc c'est souvent des anticorps viraux et parfois aussi dans les diarrhées, ce sont des bactéries, mais en gros vous retenez que c'est comme une gastroentérite aiguë virale. Puisque vous n'avez pas la preuve de toute façon que ce soit bactérien ou viral, on ne fait pas de prélèvement évidemment. Retenez simplement qu'en général, lorsqu'on a un épisode fébrile dans les semaines qui viennent, c'est souvent viral, parfois bactérien, et que le mécanisme c'est auto-immun croisé. Et retenez surtout ici les mots importants dans la physiopathologie du Guillain-Barré, c'est atteinte démyélinisante, inflammatoire, périphérique et probablement auto-immune. Alors on avance, question 6, quelle doit être votre prise en charge thérapeutique initiale? En gros on vous demande votre traitement. Votre traitement ça commence toujours, évidemment vous classez et vous organisez votre réponse par la mise en condition entre guillemets où vous allez traiter votre patiente. Et retenez simplement qu'un Guillain-Barré ça s'hospitalise toujours. Vous ne laissez pas un syndrome de Guillain-Barré que vous recevez aux urgences rentrer chez lui parce qu'on l'a dit, il y a des complications qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Ces complications, il faut les surveiller. Donc ça sera la question d'après. La surveillance est essentielle et pour bien surveiller votre patient, il faut qu'il soit hospitalisé. Donc ça, vous ne l'hospitalisez pas, vous avez 0 à la question parce que c'est le point principal du traitement, c'est d'abord de l'hospitaliser pour pouvoir bien le surveiller. Le deuxième point principal de ce traitement, c'est le traitement symptomatique. Évidemment, vous allez tout de suite mettre les immunoglobulines, etc. Mais d'abord, pensez au traitement symptomatique. Et parmi ce traitement symptomatique, le plus important, c'est la kinésithérapie. Votre patiente a un déficit moteur, a peut-être une insuffisance respiratoire du fait d'une parésie des membres, des muscles intercostaux. En faisant de la kiné, vous allez permettre d'abord une récupération plus rapide et d'éviter un peu une certaine aggravation. Enfin, on l'a dit lors de la lecture de l'énoncé, je vous ai dit dès le début, elle a une parésie faciale, elle a un défaut d'occlusion palpébrale. Le piège classique, c'est les soins oculaires. Votre patient ne ferme plus l'œil. Si vous lui laissez l'œil comme ça, elle va avoir une kératite. Une kératite, c'est grave. Elle peut avoir même des séquelles oculaires, une baisse d'acuité visuelle. Si vous avez une patiente qui va récupérer, parce qu'elle récupère dans la plupart des cas de son Guillain-Barré, mais qui termine avec une acuité visuelle complètement diminuée à cause de cet épisode, c'est dommage parce que ça, par contre, ça ne se récupère pas. Enfin, on l'a dit, le plus important, c'est les complications, et notamment mettre des bas de contention et des HVPM à dose préventive pour éviter une embolie pulmonaire. Le traitement curatif, vous voyez, finalement, c'est quelques points, mais ce n'est pas le plus important. Il y a plein de traitements un peu expérimentaux. Ceux qui sont à peu près consensuels, c'est les immunoglobulines polyvalentes et les échanges plasmatiques, qui s'appellent aussi plasmaphérèse. C'est, comme je vous l'ai dit, ça confirme un peu de façon empirique que la physiopathologie, c'est une physiopathologie auto-immune, puisque lorsqu'on donne des immunoglobulines polyvalentes, ou lorsqu'on échange les immunoglobulines de la patiente contre d'autres, on permet en fait d'accélérer la résolution de l'épisode. Enfin, savoir qu'il n'y a pas de corticoïdes dans le Guillain-Barré, c'est une pathologie inflammatoire, mais donner des corticoïdes, ça n'a jamais fait la preuve de son efficacité. Et donc, en général, en tout cas, retenez pour les scènes, on ne donne pas de corticoïdes dans le Guillain-Barré, contrairement par exemple à une CEP ou des choses comme ça. Enfin, c'est une pathologie qui va être éprouvante d'un point de vue psychologique pour votre patiente, parce qu'elle a une paralysie, ça évolue de façon progressive, elle voit les choses venir. Il faut d'abord, l'informer, lui dire ce qu'il y a, lui expliquer comment ça va se passer, on verra après avec la question suivante, et il faut lui proposer un soutien psychologique. Enfin, Guillain-Barré, c'est une ALD, n'oubliez pas 100%, ça peut toujours vous rapporter un point. Alors je vous l'ai dit, le plus important dans le traitement finalement c'est l'hospitalisation. Pourquoi? Pour la surveiller. Et donc c'est le Guillain-Barré, c'est un des quelques items où on pourra exiger de vous une réponse uniquement, une question uniquement centrée sur la surveillance.
La surveillance, finalement, c'est pas compliqué. La première chose, c'est de savoir comment va évoluer son atteinte neurologique. Pour ça, il faut faire, on avait vu, il y a une atteinte musculaire, une atteinte sensitive. Il faut faire donc un testing, vous cotez sur 5 tous les muscles qui sont atteints. Et il faut, et c'est ça qui est un peu spécial, faire des schémas. Il faut faire une évaluation pluriquotidienne. Et donc, ce sont des schémas datés tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir. Vous faites un schéma, vous notez les déficits moteurs et vous voyez comment ça évolue. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, le Guillain-Barré, c'est grave, pas en soi, mais c'est grave parce qu'il y a des complications potentiellement vitales. Et ces complications, c'est celles-ci qu'il faudra rechercher lors de la surveillance. C'est simple, il suffit de reprendre les 4 complications qu'on a citées tout à l'heure: respiratoire, dysautonomique, déglutition, thromboembolique. Et après, vous mettez les quelques mots que vous cherchez. C'est pas compliqué, un Guillain-Barré, vous le surveillez en lui demandant par exemple de prendre une capacité vitale, d'essayer de tenir en apnée le plus longtemps possible, ou vous lui demandez de bien gonfler pour voir combien. Parfois même, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un spiromètre portatif, comme dans l'asthme, vous la faites souffler, vous voyez combien elle a. La pression artérielle, on l'a dit, ça donne une atteinte dysautonomique. Les fausses routes à cause de la pneumopathie d'inhalation. La phlébite à cause de l'embolie pulmonaire. Retenez simplement que la surveillance, c'est une surveillance en milieu hospitalier. Elle est pluriquotidienne, donc schéma, et elle se base sur 2 choses. 1, quelle est l'évolution de mon atteinte neurologique. 2, est-ce que j'ai des complications, et retenez les 4 complications vitales. Paraclinique, on l'a dit tout à l'heure, il faut faire un ECG pour chercher les troubles de conduction, et donc scoper ou faire des ECG. On a dit il y a une atteinte respiratoire, si votre patient ne respire pas bien, il faut absolument lui faire des cases du sang pour rechercher une hypercapnie ou des choses comme ça. Question 8. Inquiète, la patiente vous interroge quant à l'évolution de sa pathologie, que lui répondez-vous? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut informer la patiente parce que c'est très anxiogène comme pathologie, et donc il faut l'informer surtout quant à l'évolution et lui dire des choses si possible rassurantes. Ce qu'on lui répond, c'est quoi? C'est d'abord que l'évolution naturelle du syndrome de Guillain-Barré, c'est une évolution stéréotypée en 3 phases. Vous connaissez ça par cœur. C'est une évolution qui est longue parce qu'elle dure en général plusieurs mois, plusieurs semaines, c'est sûr, et souvent plusieurs mois. Les 3 phases, c'est du court. Phase d'extension, le déficit progresse, il commence aux jambes, il remonte, il atteint le tronc, les muscles respiratoires, les troubles de la déglutition. C'est donc première phase, phase d'extension, 1 à 4 semaines en général. Deuxième phase, c'est une phase de plateau. C'est-à-dire le déficit moteur et sensitif et végétatif progresse, puis à un moment il va se stabiliser. Il va se stabiliser sans progresser mais ni régresser. Ce plateau il peut être plus ou moins long, et vous pouvez par exemple savoir que les séquelles seront d'autant plus importantes que le plateau est long. Ça peut durer 3 semaines, ça peut durer plus. Et enfin la dernière phase, c'est la phase de récupération ou la disparition progressive des symptômes. Ce qui est marrant, c'est que c'est dans l'ordre inverse. C'est-à-dire si la paralysie faciale ça apparu en dernier, ça va disparaître en premier. Et le pronostic, et c'est ça le plus important de cette réponse, c'est malgré le fait que parfois les atteintes sont importantes avec une intubation, etc., la récupération le plus souvent, et même dans la grande majorité des cas, 80%, elle est complète. Votre patiente, elle a beau avoir été intubée et elle peut arriver à respirer seule, en général, elle va pouvoir récupérer dans la plupart des cas. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi parfois des séquelles et qu'il faut informer votre patiente que c'est pas sûr à 100% qu'elle va tout récupérer, parce que si vous lui dites qu'elle récupère tout et qu'elle récupère pas tout, elle va vous en vouloir. Retenez l'évolution d'un Guillain-Barré, c'est une évolution en 3 phases: extension, plateau, récupération. Le pronostic, il est bon dans la grande majorité des cas, et l'évolution elle est longue. Bon, là c'est simplement un petit rappel sur les facteurs de mauvais pronostic. Ça m'étonnerait qu'on puisse vous poser une question un peu comme ça, mais parfois, pourquoi pas, si on veut être un peu sélectif. Retenez que le pronostic est d'autant plus mauvais que, évidemment, ça paraît un peu logique. La phase d'extension est rapide, une patiente qui arrive et en 2 heures elle finit intubée, c'est pas génial. Le plateau est long, je vous ai dit tout à l'heure. L'atteinte d'axonale, on a dit, c'est un signe de gravité. Déficit moteur sévère, ça veut dire que si votre patient doit être intubé, c'est là par exemple, ou si elle a une paralysie totale, c'est grave. Et enfin, ce qu'on avait dit tout à l'heure, les 4 complications, notamment la dysautonomie avec la recherche d'hypotension, et notamment d'hypotension orthostatique, un signe précoce de dysautonomie. Donc on a terminé ce dossier, on va pouvoir
conclure sur le fait qu'en fait ce syndrome de Guillain-Barré finalement c'est un dossier, un item qui est assez classique, vous le connaissez tous, mais ça peut être piégeux parce que la symptomatologie n'est pas toujours évidente. Parfois on ne sait pas trop ce que c'est parce que c'est pas tellement périphérique, mais à la fois ça touche un peu tous les membres, on ne sait pas si c'est central ou pas. Bref, retenez simplement que le Guillain-Barré c'est à connaître. C'est à connaître parce que d'abord c'est jamais tombé et pourtant la prise en charge est assez bien codifiée, en tout cas pour ce qui est des complications, de la surveillance, de l'évolution. Ce sont des questions faciles à vous poser. Je vous l'ai dit en introduction, le syndrome de Guillain-Barré c'est une polyradiculanévrite certes, mais c'est une polyradiculanévrite primitive, à distinguer des polyradiculanévrites secondaires. Les cas de complications vitales, c'est s'il y avait une seule chose à retenir de ce dossier, c'est ça. Rechercher une atteinte respiratoire, rechercher une complication thromboembolique, rechercher une atteinte dysautonomique et rechercher des troubles de la déglutition. Enfin, retenir que le diagnostic positif, c'est l'électroneurommyogramme et savoir comment décrire un électroneurommyogramme en détection puis en stimulodétection. L'évolution, c'est la question très classique. La physiopathe, je vous l'ai dit, retenez des notions simples. Atteinte démyélinisante, atteinte inflammatoire, atteinte périphérique. Il y a déjà ces 3 mots à l'esprit. Et il y a aussi à l'esprit notamment que devant un LCR qui serait hypercellulaire, il faut savoir évoquer une méningo-radiculite de Lyme. Enfin, là aussi, c'est 1-0 classique, c'est que tout syndrome de Guillain-Barré doit être hospitalisé, qu'il soit grave ou pas grave, parce que l'évolution peut être brutalement rapide et vous pouvez retrouver votre patiente en arrêt respiratoire 2 jours plus tard parce qu'elle vit toute seule chez elle. Et enfin, c'est un des rares items où la surveillance est une question classique. On peut vous poser une question entière sur la surveillance, comme par exemple dans le paludisme ou ce genre d'item. Il n'y en a pas beaucoup, connaissez-les. Donc l'item abordé, c'est comme on est en D3, un dossier centré essentiellement autour d'un seul item. Ici c'est l'item 122 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le titre c'est polyradiculonévrite inflammatoire et entre parenthèses syndrome de Guillain-Barré, donc diagnostic, c'est pas ça, c'est ça.